bienvenue sur la chaîne Passion Trauma. Aujourd'hui, je vais te parler des différentes sortes de traumatismes. Cette vidéo s'appuie sur les deux vidéos précédentes, c'est-à-dire celle qui te parle du système nerveux et celle qui parlait des traumas et des traumatismes, et notamment leur impact sur le système nerveux. Donc si tu ne les as pas regardées, je t'encourage fortement à aller les visionner avant, mais tu peux aussi le faire dans le désordre, tu es un être libre. Maintenant que ça c'est précisé, j'ai envie de te rappeler ce que c'est que la définition du trauma d'après le système nerveux et d'après la théorie polyvagale notamment. Le traumatisme, c'est ce qui reste coincé dans le corps et notamment dans le système nerveux bien après que l'événement se soit achevé. Et c'est une activation du système nerveux liée à cet événement et la mémoire n'a pas fonctionné à la suite de ça. Donc le traumatisme, ce n'est pas un événement, c'est ce qui reste coincé dans notre système nerveux à la suite de cet événement. Un peu comme une mémoire qui resterait, si je peux me permettre de faire cette très grande simplification. Dans la famille des traumatismes, il y a 3 grandes sortes de traumas et on va commencer par le plus simple. Dans la famille trauma, je voudrais le père. C'est-à-dire les grands chocs. C'est ce que tout le monde a dans l'idée quand on parle de trauma et de traumatisme, et la plupart des gens vont te dire « mais moi j'ai pas de trauma ». Alors, c'est de ça dont il parle, et dans les grands chocs, ça va être un accident, que tu sois témoin ou dans un accident. Ça va être une opération médicale. Il va y avoir tout ce qui est coup, donc un choc physique du type agression. Donc ça compte les claques, les coups de poing, les fessées, tout ça c'est dans le même panier. Il va y avoir aussi tout ce qui est chute, tout ce qui est dispute, donc un gros choc émotionnel. On va pouvoir mettre aussi dans cette catégorie-là les décès soudains. Quelqu'un qui fait une crise cardiaque sous tes yeux, ça peut être un vrai choc, un vrai traumatisme. Ça peut être une catastrophe naturelle, tremblement de terre, éboulement, ce genre de choses. Et ça peut être aussi tout ce qui est chirurgie. Et ces traumas-là, en fait, ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont forts, qui sont ponctuels, qui définissent vraiment un avant et un après. Et globalement, ils sont disséminés au cours d'une vie parce que c'est ça aussi d'être vivant. Mais si ton enfance s'est plutôt bien passée, que ton système nerveux est plutôt souple et capable de s'activer et de se réguler, alors ça va être des moments difficiles de ta vie, mais ça va pas être des traumatismes avec des syndromes de stress post-traumatique, même si ça peut arriver. Dans la famille trauma, je voudrais la mère, c'est-à-dire le stress chronique de faible intensité. Alors, le stress chronique de faible intensité, ça va être l'équivalent d'avoir des mini-traumas qui vont passer inaperçus et qui vont s'accumuler. Le problème dans ce type de traumatisme-là, c'est la répétition et le fait qu'il soit non repéré. C'est le montage, je me rends compte que j'ai oublié de définir un peu plus ce que c'est que le stress chronique de faible intensité. Finalement, le stress chronique, ça va être une exposition prolongée et ou répétée à des situations qui vont générer du stress. Et souvent, ça va être du stress de faible quantité. Mais si la journée commence sur le chapeau de roue avec peut-être les enfants qui veulent pas s'habiller, où il faut batailler, puis les bouchons, ou peut-être des gens qui circulent de façon dangereuse. Ensuite, des mails stressants, beaucoup de stress au travail, peut-être des parents à gérer qui vieillissent et du coup, il y a peut-être des mauvaises nouvelles qui viennent, etc. Ça va être des petits stress qui s'accumulent et qui, avec le temps, vont faire en sorte que notre organisme va s'affaiblir. Et ça ne t'a pas échappé, nous vivons dans une société qui est vraiment coupée de son corps. Nous sommes tous coupés de nos corps. Et il faut bien souvent continuer à vivre et à travailler et à faire comme si il ne s'était rien passé, alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, le stress ne fait que s'accumuler, s'accumuler et s'accumuler. Ça va souvent avoir pour conséquence qu'on va se retrouver dans le cas où on a le frein et l'accélérateur coincés en même temps et on va être en train d'alterner entre des périodes de combat et de fuite et des périodes de catatonie où on est globalement une loque sur un canapé, couché dans son lit, pas capable de se lever, on ressent plus rien. Avec les années, l'accumulation de ce genre de stress va amener à différentes choses. Ça va amener à des formes de maladies, ça peut amener à une normalisation du stress et de ses pics, et donc on va avoir une épidémie de burn-out par exemple. On va avoir des problèmes émotionnels, mentaux ou physiques. Et juste pour te donner un exemple, on voit beaucoup, et moi je vois énormément de femmes, en couple ou pas, qui au final, dans les faits, sont des mères célibataires. Elles peuvent être mariées et être des mères célibataires dans le sens où ce sont les seules qui s'occupent du bien-être de leurs enfants, que ce soit physique, émotionnel et intellectuel. Elles vont s'occuper des devoirs, elles vont s'occuper des rendez-vous médicaux, elles vont s'occuper de les faire manger correctement, des heures pour dormir, de où est-ce que c'est l'école, quand est-ce que c'est les congés, etc. Donc elles ont beau avoir un compagnon ou une compagne, elles vont s'occuper seules des enfants, plus de leur travail, plus de la maison, souvent si c'est dans les clichés, les statistiques. Et ça, c'est une superbe situation pour être dans un stress chronique de faible intensité. Il y a une normalisation, et cette normalisation va concourir au fait qu'on va trouver ça normal
que les femmes sont en dépression une partie de leur vie et de leur filer plein de médocs, alors qu'en fait, il faudrait les aider à changer de vie, il faut qu'on change de société. Mais je m'égare. Et enfin, dans la famille trauma, je voudrais le fils, le trauma développemental. Ce trauma développemental, c'est un trauma qui se développe dans l'enfance. Et je dirais même plus dans la petite enfance. Donc ça se joue, les premières phases se jouent de 0 à 5 ans et de 0 à 7 ans. Ça, c'est vraiment les phases critiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de réponse de notre nerf vague et de notre système nerveux en général va dépendre de celui des adultes qui se sont occupés de nous petits. Alors on va commencer par faire des petits rappels. Le nerf vague, c'est le nerf qui est en partie en jeu dans le système nerveux autonome, la branche notamment parasympathique. Donc tu as le nerf vague ventral et le nerf vague dorsal. Le ventral qui est responsable de la connexion, du jeu, de la détente, de la capacité à globalement se détendre. Et puis tu as aussi la partie dorsale du nerf vague qui va être en lien avec, tu sais, le fait de faire le petit hérisson, là, ou la petite tortue dans sa carapace. Et lui, c'est celui qui est en charge de faire le mort, donc tout ce qui est tétanie, gel des émotions, etc. Quand je parle de la qualité de réponse du nerf vague et du système nerveux, ce que ça sous-entend, c'est que je t'avais expliqué que le système nerveux, il s'active quand il y a du stress, donc on va passer dans le combat, la fuite ou la tétanie. Et ensuite, il se régule. Et la capacité à s'activer et à se réguler, c'est ce dont on parle quand on parle de la qualité de réponse du système nerveux. C'est la capacité à réagir et à ralentir. En gros, c'est est-ce que tu es une 2 chevaux ou est-ce que tu es une Ferrari? Et suivant ton enfance, si tu es une 2 chevaux, tu auras des traumas développementaux très forts qui vont t'handicaper, et si t'es une Ferrari, bah, t'es bien mieux parti dans la vie, en gros. La qualité donc de réponse de notre système nerveux et du nerf vague, ça va impacter beaucoup de choses dans notre vie, et notamment notre capacité à répondre et à gérer le stress, mais aussi notre capacité à faire les bons choix ou les meilleurs choix pour nous à un moment donné dans notre vie. Je développerai bien plus ce sujet-là au fur et à mesure des vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez touffu, assez dense. Il y a plein de choses à amener petit à petit. Notamment, la vidéo prochaine, je te parlerai des différents cerveaux qu'on a. Et il y a un lien avec les traumas du développement. Donc, reste avec moi. Abonne-toi d'ailleurs si tu aimes cette chaîne. Mets un petit pouce. Partage si ça t'apprend des choses. Ça va m'aider grandement à faire connaître ces informations qui sont, je trouve, vitales. Le trauma développemental, globalement, il va être lié à plusieurs choses. Et une seule de ces choses répétées sur des années suffit. On va parler de tout ce qui est abus. Ça va être les abus physiques. Claques, fessées, tape sur la main, fouet et des choses plus horribles. Hélas, il y a aussi ça dans notre monde. Les abus physiques, ça comprend les abus sexuels, les abus émotionnels, donc tout ce qui est chantage émotionnel par exemple, et tout ce qui est abus mental. C'est quand on va par exemple mettre un enfant face à des choix où à la fin, il n'y a pas de solution honorable pour l'enfant. En fait, c'est que des solutions de douleur. Par exemple, c'est si tu choisis ça, alors tu vas te prendre une baffe, et si tu choisis ça, alors t'es privé de sortie. Et t'as que 2 choix. La deuxième chose qui peut créer des traumas du développement, ça va être la négligence. La négligence, c'est ne pas s'occuper d'un enfant, ne pas répondre à ses questions, ne pas répondre à ses besoins, et voire avoir des enfants qui s'occupent de leurs parents. Il va y avoir tout ce qui est maladie mentale. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas diagnostiqués, qui du coup n'ont pas le soutien nécessaire, et la santé mentale coûte cher. Être bien diagnostiqué, c'est pas si simple. Et un parent qui a une maladie mentale, ça a un impact fort sur un enfant. Et dans les maladies mentales, on peut rajouter aussi, alors c'est à côté des maladies mentales, puisque dans les maladies mentales, on va rajouter aussi la partie addiction. Oui. Que ce soit les jeux d'argent, les réseaux sociaux, l'alcool, les cigarettes, tout ce qui se fume et les autres drogues. À partir du moment où ça change ton comportement et tes émotions, ça va créer des traumas chez ton enfant parce qu'il ne saura jamais quel parent il a. Il y a un manque de stabilité, de sécurité et de côté sain en fait derrière ces comportements. La dernière chose qui peut créer des traumas du développement, ça va être un parent qui est dans un état dissocié. Honnêtement, pour une femme, ça arrive assez vite. Les statistiques en France sur les abus sexuels sont effarant, je te laisserai aller regarder. Et une femme qui subit un viol ou qui a un accouchement traumatique peut se retrouver à être dissociée et sans les soins appropriés va rester en dissociation une partie de sa vie. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? L'enfant est face à un parent, alors là je prenais l'exemple de la mère puisque dans notre société, ça reste majoritairement les femmes qui vont être le parent d'attachement premier. N'empêche qu'un enfant qui grandit avec un parent dissocié, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour le parent, le système nerveux, c'est son dorsal vagal qui est actif, donc il est globalement en tétanie. Ça veut dire très peu d'émotions, pas de sensations, pas présent émotionnellement et intellectuellement, et un corps qui bouge pas beaucoup. L'enfant, lui, il va apprendre
à se réguler sur le système nerveux de son parent. Donc là, ça veut dire que dans cette situation-là, par exemple, sur quelqu'un dissocié, ce qu'apprend l'enfant, c'est la dissociation. Pour aller plus loin sur ce sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette partie où l'enfant crée un lien avec le parent et les figures parentales dominantes ou les adultes dominants, c'est tout ce qui va être lié au style d'attachement. C'est pareil, ce serait une vidéo que je viendrai à faire, mais c'est pas pour tout de suite. Ce style d'attachement et ce qui se passe dans cette relation qui se crée entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant va apprendre à se co-réguler. Ce que je t'avais dit dans les premières vidéos et ce que je répétais dans cette vidéo ici, c'est que le système nerveux s'active et ensuite il se régule. Mais ça, c'est chez des adultes. Chez un enfant, et notamment chez les bébés, les nouveau-nés, c'est des boules de réflexes, de nerfs. Ça fait globalement que manger, dormir, faire ses besoins. Beaucoup de réflexes mis dans un joli petit baluchon bien emballé, mignon comme tout. Voilà, bon. Ça veut dire que le bébé, il sait pas se réguler. Il comprend pas trop ce que c'est son corps, il connaît pas trop les limites de qu'est-ce qu'est lui, qu'est-ce qu'est le reste, qu'est-ce qu'est le monde. Il a tellement de choses à apprendre au début, il ne fait qu'être les réactions de son système nerveux et de son corps. Ce que ça signifie, c'est que globalement, son système nerveux va s'activer parce qu'il va sentir des sensations, des émotions. Il sait pas encore que c'est parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, parce qu'il a soif, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il veut qu'on change de position, etc., que ça le fait mal. Mais son système nerveux va s'activer, il va chercher de l'aide à l'extérieur en pleurant, en faisant des sourires, etc. Et en fait, son système nerveux, notamment quand il pleure, va chercher le système nerveux d'un adulte et suivant la réaction et l'état du système nerveux de l'adulte, l'enfant va apprendre à se réguler et à se co-réguler. Ce qui va permettre ça, c'est les neurones miroirs et c'est pareil, je t'en parlerai une prochaine fois. J'ai trop hâte. Si la technologie marche, j'enregistre toujours. Cette histoire de co-régulation, on va pouvoir faire une boucle avec la partie stress continu de faible intensité. C'est-à-dire que si le parent est constamment dans le combat, c'est-à-dire énervé contre la terre entière, dans la fuite, jamais là, jamais présent avec une to-do list par-dessus la tête et jamais à ce que la personne est en train de faire, ou dans la tétanie, donc dans la dissociation, l'enfant, il aura accès aux états du système nerveux dont le parent a accès. Donc, si tu vis avec un stress de faible intensité et que tu es constamment dans le combat, dans la fuite ou dans la tétanie, ton enfant, il n'apprend que ça. Il n'apprend pas que c'est que d'être dans un état du système nerveux régulé, c'est-à-dire dans le jeu, dans la connexion, dans le repos, etc. Ce qui se passe avec le trauma du développement, c'est que le bébé et l'enfant grandissant, quand il va se sentir isolé, s'il est en face d'un parent qui ne sait pas s'autoréguler, alors la corégulation ne se fera pas bien. Et l'enfant, ce qu'il va apprendre, c'est au lieu d'apprendre à aller chercher la connexion et le lien à l'autre, c'est-à-dire le système nerveux ventral, c'est-à-dire la connexion, le jeu, etc., quand il se sent en isolement, au lieu d'aller vers ça, il va aller vers le dorsal, il va apprendre à se figer quand il se sent seul ou isolé. Pour terminer sur ce gros morceau qui est le trauma du développement et que j'ai juste évoqué, effleuré, ça va bien plus profondément, il y a des livres et des livres et des livres, je te laisse aller creuser si t'es intéressé. Ce que j'ai envie de dire pour clore cette partie-là, c'est que en fait, si le parent ou l'adulte de référence a un système nerveux qui est sain, ce que l'enfant va apprendre, c'est d'abord la connexion sécure, c'est-à-dire que l'enfant est en sécurité, son intégrité physique n'est pas menacée. Il va aussi apprendre à être présent à la connexion. Si le parent, il n'est pas parti dans toutes ses listes de choses à faire, ou dans la dernière série à la mode, ou dans tous les ennuis, et les soucis financiers en font partie, par exemple. Donc si le parent, il est présent, l'enfant apprend d'autant mieux à se réguler et à être dans la connexion et le jeu. Et ensuite, la dernière chose qu'il est important que l'enfant apprenne, c'est une connexion saine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode qui s'achève. Dis-moi ce que tu en as pensé. Moi, j'ai adoré quand j'ai découvert ces 3 types de traumatismes-là et les 3 familles qu'il y avait. Ça a été une révélation parce que ça a donné du sens à plein de choses que j'ai pu vivre et expérimenter. Ça a mis des choses en perspective et j'espère que ça va t'apporter la même chose et que si c'est pas toi, ça va t'aider à comprendre les gens autour de toi. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner et puis si ça t'intéresse, la semaine prochaine, je te parlerai des 3 types de cerveau. Salut!